Bonjour à toutes et à tous à notre webinaire de cette semaine, revue technique des marchés avec Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc voilà, pour l'entrée, donc c'est le webinaire évidemment de BNP Paribas, ou plutôt je dirais commencer, de l'AFAT et BNP Paribas, donc l'Association française d'analyse technique et BNP Paribas, qui vous offre cette webinaire ensemble. On est content que vous êtes aussi nombreux cette semaine avec nous. On se disait dans la préparation avec Laurent qu'on a cette semaine énormément de questions. C'est un vrai joie de voir comment vous participez à cette émission et que vous avez plein d'idées. Donc, juste pour vous citer quelques titres, il y a EuroUSD, il y a le Porsche, il y a Vexin, il y a Orange, il y a le VIX, il y a Brent, il y a DMI, il y a plein de actions et sous-jacents intéressants que vous avez nous demandé à regarder avec Laurent ensemble. Et je dirais, on va commencer tout de suite pour pas perdre du temps avec l'écran de Laurent et des analyses des premières sous-jacentes. Je vais te donner l'écran, Laurent. Et ça devrait être bon dans quelques secondes. Parfait, je vois ton écran. Est-ce que vous voyez l'écran de Laurent tous? Oui, tout le monde est content, tout le monde voit l'écran de Laurent et on peut commencer alors. Ok, ben merci Falco, donc bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire ensemble. Alors c'est vrai, cette semaine il y a eu beaucoup de questions, des questions sur des matières premières, une fois n'est pas coutume, sur du forex. Ça fait toujours plaisir de sortir un petit peu l'univers action et d'aller voir ce qui se passe du côté du Brent, de l'euro-dollar, d'autant plus qu'on a eu des questions cette semaine sur du moyen voire long terme. Ça aussi c'est original, c'est la première fois, donc nous sommes heureux de voir que vous élargissez, en tout cas vous changez d'horizon de temps, vous changez également votre horizon sur les actifs, donc c'est super puisque vous le savez, l'analyse technique marche sur tous les marchés à partir du moment où il y a de la liquidité, et vous le pensez bien, sur le Brent et l'euro-dollar, il y en a. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. On a aussi également donc des actions. Alors Falco en parlait, il y a sur Orange, Porsche qu'on va regarder ensemble, et puis Plastique Omnium. Mais avant de commencer à parler de ces titres, on avait décidé avec Falco de toujours commencer le webinaire avec une analyse rapide sur ce qui se passe sur le CAC 40. Alors ces dernières semaines, c'est vrai que de parler du CAC 40, c'était pas très réjouissant parce que ça bougeait pas trop. On était à l'intérieur d'un intervalle que vous voyez à l'écran entre 5228. C'était, vous le voyez, ce support du 24 avril testé avec succès le 18 mai, puis on est revenu il y a quelques jours dessus le 12 juin, à la hausse 5447 points. On était donc dans cette consolidation latérale, et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans la foulée de visiblement l'intervention de Janet Yellen hier soir. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. En tout cas, le support a été rompu dès ce matin avec une ouverture en gap baissier, et on a continué de vendre tout au long de la journée. Nous sommes maintenant à 25 minutes de la clôture et on voit apparaître une mèche basse. Autrement dit, vous le voyez, vous la voyez ici, des couvertures de short qui sont rentrées sur le marché, ce qui fait que la variation est moins importante maintenant qu'elle l'était à l'heure du déjeuner. Il n'empêche que le support a bel et bien été rompu, et que cette dynamique très lente qui a finalement été à l'œuvre depuis le 8 mai, c'est-à-dire ce point haut, le CAC n'a cessé de baisser. Vous le voyez, d'abord rapidement, puisqu'on est allé sur 5228 en quelques jours, et puis après, il y a eu cette espèce de rebond larvé qui n'a rien donné. Rebond du 18 mai, où on a fait une clôture à 5290, on a réussi à se hisser en séance quelques jours après à 5368, autrement dit un petit peu moins de 80 points de hausse. Et puis derrière, il n'y a plus rien eu. Un indice qui n'arrivait pas franchement à rebondir, mais qui n'était pas non plus vendu de manière massive.
jusqu'à donc l'action de ces derniers jours où on est venu tester 5228. On a vu qu'il y a eu un tout petit rebond et par derrière, vous le voyez hier, on est reparti à la baisse et ce matin on casse. Donc la question qu'on peut tous se poser, c'est si effectivement ce support n'est pas réintégré, jusqu'où le CAC 40 peut-il baisser à court terme. Je vous ai tracé ici deux lignes horizontales à 5130 points et 5080 points parce que, encore une fois, c'est du très court terme, c'est-à-dire que si on continue de baisser, ce sont des niveaux qui pourraient être atteint dès demain s'il y a beaucoup de volatilité ou en tout cas dans le courant de la semaine prochaine, en début de semaine, si ça continue de baisser, donc parce que c'est la borne basse de ce gap haussier. Vous le voyez, cette zone de résistance ici à 5130 et le gap à proprement parler à 5080. Autrement dit, il y a de fortes chances qu'on assiste en fait à un décalage baissier du CAC jusqu'à ces niveaux. Pourquoi on peut assister à une continuation de la baisse jusqu'à ces niveaux? Eh bien parce que si vous avez envie de payer le CAC, est-ce que vous le feriez sur les niveaux actuels? Pas forcément, on est au milieu, vous le voyez, d'un gap, autrement dit, il n'y a pas de facteurs techniques importants qui nous permettent de penser qu'il va y avoir un rassemblement, j'ai envie de dire, des acheteurs sur ce niveau, et par conséquent, si on a envie de le payer, on va attendre qu'il arrive sur des niveaux significatifs. Alors, 5080, 5130, c'est la première zone. La deuxième zone, c'est le support du 19 avril à 4980, voire un tout petit peu plus haut, 5000 points. Donc, pour le moment, on est sur un indice qui, regardez, on va mettre un petit peu plus de recul, on est toujours dans un trend qui est haussier. Nous assistons actuellement à une correction. Vous le voyez, ces phases d'impulsion qui sont interrompues par ces phases correctives. Donc, on peut baisser maintenant jusqu'à cette zone que j'ai identifiée ici. Et là, on va avoir, on ne peut jamais être sûr, mais il y a de très fortes chances qu'on va avoir sur ces niveaux un rebond. Toute la question sera de savoir si le rebond qui interviendra sur ce niveau, et ça sera un rebond qui commencera par des couvertures de short. Pour tous ceux qui sont rentrés à la vente, c'est cette zone de prix qu'ils visent. Donc, quand il va y avoir ces achats qui vont rentrer sur le marché, toute la question sera de savoir si c'est juste un rebond technique qui se mettra en route, c'est-à-dire des couvertures, des débouclages de position short, et puis après, on va avoir une reprise de la tendance baissière, puisque 5228 deviendra une résistance, et qu'en cas de rebond, c'est un niveau que tous les opérateurs, en tout cas les spéculateurs, chercheront à vendre si on a un rebond sur cette zone. Si effectivement le consensus de moyen terme reste haussier, c'est-à-dire ce consensus qui a démarré en juin 2016, alors effectivement nous aurons des opérateurs qui penseront que revenir sur le CAC sur ces prix, ben, c'est une bonne affaire, et dans ce cas-là on repartira à la hausse jusqu'à 5047 points. Alors, est-ce qu'on peut savoir à l'avance si ça va être un rebond technique ou si ça va être quelque chose de plus important? Non, on ne peut pas le savoir. En revanche, on a quand même un trend qui est haussier. Donc, on est dans un cadre correctif qui est logique. Il faudra regarder un petit peu ailleurs en Europe et notamment sur le DAX ce qui se passe, le DAX qui est beaucoup plus fort. Et puis, il faudra regarder également aux États-Unis comment se comporte le S&P et si on continue d'avoir de l'appétit pour le risque. Donc, d'une façon générale, il faudra examiner tous les actifs qui représentent, qui caractérisent en fait l'appétit pour le risque. Dans chaque classe d'actifs, il y a des sous-jacents qui représentent soit l'aversion pour le risque, soit l'appétit pour le risque. Par exemple, sur le marché d'échange, l'AUD-USD est une monnaie qui en principe progresse de manière positive quand l'appétit pour le risque est important, puisque la devise australienne est souvent associée aux matières premières. Les matières premières, elles sont consommées quand on est dans un cycle économique qui est vigoureux. Et donc, l'AUD-USD, c'est typiquement une devise qui, a priori, est cyclique et qui est associée à de l'appétit pour le risque. Dans le cas contraire, on a le yen qui est acheté, lui, quand les opérateurs éprouvent le sentiment inverse, c'est-à-dire qu'ils veulent donc se protéger et donc ils vont acheter du yen.
Quand on regarde le marché obligataire, on a toujours cette même différence avec par exemple le high yield, les junk bonds, qui se comportent de manière assez similaire aux equities, qui caractérisent l'appétit pour le risque, et de l'autre côté, les treasuries, c'est-à-dire les emprunts d'État 10 ans sur le Bund, l'OAT ou le T-Note aux États-Unis, qui sont favorisés par les investisseurs quand l'aversion au risque grandit. Et donc, il va falloir regarder tout ça en même temps que les equities et le S&P pour voir effectivement si on a un CAC qui peut rebondir. Oui, Falco. J'ai une question de Daniel. Le niveau atteint ce matin n'a-t-il pas été amplifié par des rachats dehors sans qu'il y ait vraiment de fortes envies de baisse? J'ai pas compris la question. Tu peux répéter? Le niveau atteint ce matin n'a-t-il pas été... sur le CAC 40, hein? Voilà, exactement. N'a-t-il pas été amplifié par des rachats dehors sans qu'il... short par des rachats de short sans qu'il y avait vraiment des fortes envies de baisse. Je continue de ne pas comprendre la question, Falco. Ouais, donc, le niveau atteint ce matin n'a-t-il pas été amplifié par des rachats de short sans qu'il y ait vraiment des fortes envies de baisse? D'accord. Bizarre cette question. Quand on short le marché, pourquoi on le fait? Parce qu'on pense que le risque est baissier et que par conséquent les prix vont décaler vers le bas. Sinon, on ne vend pas le marché. Donc la rupture du support ce matin, elle est faite à la fois par des opérateurs qui étaient longs et qui ont coupé leur position longue. Et donc, en vendant, ils ont précipité sur le marché de l'offre qui a fait que le support a été casé, mais également, comme je disais tout à l'heure, des opérateurs, des spéculateurs qui, eux, sont rentrés en vendant à découvert l'indice par le biais de futurs, par exemple, ou qui ont vendu à découvert des actions du CAC 40. En tout cas, cette rupture de support, c'est effectivement l'effet conjugué de ceux qui étaient longs et qui ont coupé, et de ceux qui n'étaient rien et qui sont devenus short. Et qui, en constatant que le support était rompu, se sont peut-être engouffrés à la vente. Alors, je ne sais pas trop si je réponds à la question ou pas, mais c'est ce qu'on peut dire sur cette rupture de support. Ce qui est important, et pour conclure sur le CAC 40, c'est que on voit cette petite mèche basse qui est rentrée, qui montre qu'il y a un petit peu d'achat mécanique qui rentre sur le marché. Je ne sais pas du tout ce que fait le S&P en ce moment. On peut aller le regarder rapidement. Le S&P, il est toujours à l'intérieur d'une consolidation entre 2415 et 2445. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de pression baissière significative qui rentre sur l'indice élargi aux États-Unis. Ça veut dire que la possibilité, ce n'est rien de plus qu'une hypothèse, que demain ou que dans les 2 ou 3 prochaines séances, on réintègre le support, ne peut pas être totalement exclu puisqu'on a une mèche basse sur le CAC et qu'on a un S&P qui continue de tenir le choc. C'est pas forcément moi mon scénario préféré, c'est pas mon scénario numéro 1, mais en tout cas, si j'avais vu ce soir un S&P qui partait à la baisse, comme par exemple le Nasdaq est parti à la baisse vendredi dernier, alors ça voudrait dire qu'effectivement, on a en tout cas à court terme, des opérateurs qui se précipitent pour vendre. Là, c'est pas le cas, donc un S&P qui continue de tenir. Et ce qu'on peut dire sur le CAC, c'est qu'il va vraisemblablement continuer tranquillement sa baisse. Vous voyez que c'est une baisse qui est relativement lente. Et donc, à moins d'une réintégration du support et puis ensuite le dépassement des 5317 points, on reste dans une dynamique baissière, a priori, jusqu'à notre prochain webinaire. Voilà, donc ça c'est pour le CAC. On va regarder maintenant Plastic Omnium Falco, puisque c'est une question qui nous a été posée. Alors, notre auditeur... Alain. Pardon? C'était Alain qui a posé la question. Il a dit « Merci de faire vivre ce webinaire-là, c'est très bien, c'est gentil. Je serais intéressé par une analyse Plastic Omnium sur une période de 1 à 3 ans. » Ok. Donc, analyse de Plastic Omnium pour les 3 années à venir.
Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur le titre? J'ai mis 30 ans d'historique. On est sur une action qui est très forte, puisqu'elle vient de faire un nouveau sommet historique il y a quelques jours. Et puis, on est très au-dessus des résistances de 2015, des résistances de 2016. Regardez la différence entre Plastic Omnium, et je vais vous remettre le CAC sur la même échelle de temps. Vous voyez, sur le CAC, on est encore sur le niveau de la résistance de 2015 et on a réussi à la franchir et on est en train de la réintégrer. Vous voyez, mai 2015, c'est le niveau sur lequel le CAC, grosso modo, se situe. Alors que quand on regarde Plastic Omnium, on va prendre mai 2015. Regardez, c'est là, mai 2015. Vous voyez, il y a quand même une très très nette surperformance du titre par rapport au reste du marché. Alors, on est là aussi sur une phase maintenant de correction. Je vais me mettre en weekly. Alors, je viens de tracer sur le chart les différents niveaux de support sur Plastic Omnium, parce que dire où va être Plastic Omnium dans 3 ans, ça relève de compétences que je n'ai pas. Et je ne crois pas que l'analyse technique puisse effectivement dire où sera le titre, à moins de faire des projections, de suivre des trajectoires de moyenne mobile, mais enfin bon, ça reste très aléatoire. Donc moi j'ai d'autres choses à vous dire sur Plastic Omnium qui sont néanmoins intéressantes et qui vont marquer en fait les niveaux qui ne doivent pas être rompus pour conserver cette très belle dynamique haussière. Donc ce qu'on constate, c'est que le titre en fait il avance par palier, c'est-à-dire qu'il a fait ici une très belle impulsion haussière, il a consolidé entre mars 2014 et novembre 2015, c'est-à-dire presque 1 an et demi à plat. Quand il a réussi à s'extraire de cet intervalle de consolidation, il a fait une impulsion et il a encore consolidé à plat entre décembre 2015 et janvier 2017, c'est-à-dire plus d'1 an sans rien faire. Et puis là, il est reparti à la hausse, il a fait un nouveau sommet, il est en train de retracer donc vers le point de résistance qui est là, potentiellement support. Alors, il y a de fortes chances que on garde ce mode opératoire, j'ai envie de dire, sur la progression du titre, et que en fait, si c'est possible pour moi de tracer des traits, voilà, qu'on fasse quelque chose qui soit similaire, à peu de choses près, à ce que je vous dessine à l'écran, c'est-à-dire on franchit et on consolide. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Plastic Omnium depuis 2014. Donc je ne m'attends pas à moyen terme, c'est-à-dire sur un horizon de temps hebdomadaire à 30, voire enfin, entre 20 et 30 semaines, je ne m'attends pas à beaucoup de potentiel haussier sur le titre, puisque maintenant qu'on a fait un plus haut, je ne serais pas étonné de voir une espèce de dérive bornée entre 30 euros et 37 euros. Donc pas beaucoup de potentiel haussier, j'ai envie de dire, pour les prochaines semaines. Tant qu'on reste au-dessus de 30 euros, on a de fortes chances de voir se dupliquer les mouvements préalables, c'est-à-dire de tests successifs de cette zone à 30 euros. Et puis, il y aura un moment, peut-être que ça prendra sûrement plusieurs mois, il y aura un moment où on va retourner tester la résistance et qu'on va franchir ce niveau à 37 euros pour aller filer plus haut. Mais pour le moment, à moins de jouer de mettre en place plutôt une stratégie de range, c'est-à-dire pour le moment
aucun timing pour rentrer sur le titre. En revanche, si on arrive sur la zone des 30 euros, techniquement, ça devrait être une zone qui devrait générer des achats et on peut donc, avec un risque très faible, puisque on ne doit pas réintégrer la zone de consolidation précédente pour conserver une lecture haussière neutre, eh bien acheter vers 30 et viser entre 35 et 37. Et quand on arrivera sur 35-37, comme je vous le disais il y a un instant, ça m'étonnerait beaucoup qu'on franchisse d'un coup dès la première fois la résistance. Donc je pense que revendre à 37 et prendre ses gains, ou si on le peut, vendre à découvert et viser le support, c'est une stratégie qui me paraît justifiée. Bon, alors évidemment, je le dis avec beaucoup d'avance, sans savoir ce que va faire le marché, mais a priori, moi, mon anticipation sur le titre, c'est maintenant la construction d'un range à l'intérieur duquel Plastic Omnium va dériver tranquillement. On achète les supports, on vend les résistances, jusqu'au moment où il y aura effectivement potentiellement un franchissement de résistance. Et là, on va s'échapper très très vite, comme on l'a fait à chaque fois. On s'échappera très très vite pour de nouveau consolider latéralement. Alors évidemment, le passé ne présage pas du futur. C'est pas parce que le titre a fait ça jusqu'à maintenant qu'il va encore le faire, mais c'est bien les seules indications qu'on peut avoir sur le futur, c'est dire observer le comportement des investisseurs sur le titre ces dernières années et anticiper qu'ils vont continuer de se comporter de la même façon sans qu'on ait évidemment aucune garantie qu'ils le fassent. Mais on n'a pas tellement d'autres éléments pour pouvoir anticiper ce que va faire Plastic Omnium. Si le niveau à 30 euros est enfoncé, alors il y a un risque baissier de voir donc le titre retourner sur 26 euros. Ça fait un petit 10%. Et puis ensuite, si on ne tient pas les 26 euros, on ira sur les 20 euros. Mais a priori, je pense que la structure qui est en place devrait perdurer et donc, a priori, anticiper la polarité ou le bon fonctionnement de la polarité avec un rebond sur les 30 euros. Voilà donc sur Plastic Omnium, on est dans un trend qui est haussier. Par conséquent, si vous en possédez et que c'est une valeur de fonds de portefeuille que vous considérez conserver pendant longtemps, alors normalement, tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux à 30 et 26, il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir. On va rester dans le secteur automobile, on va changer de segment puisque Plastic Omnium c'est un fournisseur de pièces détachées, on va aller voir un constructeur à proprement parler, on va changer de pays, on va aller en Allemagne et on va aller regarder Porsche qui est dans un contexte là pour le coup radicalement différent puisque Porsche... Stéphane et Bernard qui ont demandé ça. Voilà, donc on va montrer le chart à l'écran dans une seconde. Porsche appartient au groupe Volkswagen. Enfin, je ne sais plus qui appartient à qui d'ailleurs. Je crois que c'est Porsche qui appartient à Volkswagen. Et vous savez tous que Volkswagen a beaucoup souffert de ce qu'on appelle maintenant le Dieselgate, autrement dit cette fraude sur les émissions de CO2 qui ont été cachées par le biais d'un logiciel, notamment aux États-Unis, ce qui a généré un scandale. Une forte baisse et Porsche a été également impacté par ce qui s'est passé sur Volkswagen. Alors laissez-moi retrouver le titre. Il y avait aussi un article cette semaine qui disait que même dans les Porsche, ils ont trouvé le même contrefaçon, quoi. Voilà, que dans les Volkswagen en fait. Parce qu'il y a aussi des Porsche Cayenne diesel et a priori c'était là-dedans, je ne sais pas. C'était un article dans le journal, je ne sais pas lequel, mais. Alors regardez. On est dans un contexte qui est radicalement différent. Hein. On est sur un titre, vous le voyez, qui a beaucoup baissé, c'est vrai, depuis avril 2015, mais au-delà de ça, on est toujours sous un niveau de mai 2008. Et en fait,
on n'a pas beaucoup sur du long terme, on n'a pas de momentum hein, sur Porsche. On est à l'intérieur d'un trading range, et à l'intérieur de ce trading range, on est même dans la partie inférieure, dans les 50% inférieurs du range, vous voyez ici. Donc, c'est un titre qui a une physionomie complètement différente de Plastic Omnium. On est sur un titre qui est faible et qui, vous le voyez, en étant allé tester cette zone de résistance à 59,83, on va simplifier à 60 euros. Et bien après cette progression qui est allée donc de 35 à 60, alors c'est pas négligeable, je vous l'accorde, c'est pas rien, mais au regard de la volatilité qu'il y a sur Porsche ces dernières années, vous voyez que le chemin parcouru, il est quand même tout petit. Et la pression acheteuse, eh bien, elle a calé sous la borne haute du gap baissier, et on est reparti quasi instantanément à la baisse. Alors maintenant, à l'intérieur de ce grand trading range, on est dans un range plus petit. Donc je vais zoomer pour vous permettre de mieux voir. Voilà. On est dans un range qui est donc plus restreint, avec néanmoins une hausse qui pour le moment n'a pas été complètement invalidée. Il est un petit peu difficile hein, ce chart sur Porsche, parce que regardez, on est monté en quasi ligne droite depuis ce niveau de support à 45 euros jusqu'à 59 euros. On a retracé, mais on s'est arrêté avant le précédent support. Donc regardez, si on se met comme ça, ben on peut dire qu'on est toujours dans une tendance haussière de moyen terme depuis juillet dernier. Tendance haussière extrêmement lente, mais tendance haussière malgré tout. Il y a quand même eu une détérioration de cette tendance, parce que sur le rebond, les acheteurs ont été incapables de ramener les cours sur la précédente résistance. Et on a assisté, en fait, on voit que les cours plient et qu'on repart à la baisse. Donc, ce qui est très probable, c'est qu'on retourne déjà sur ce niveau à 46,77 en hebdomadaire sur Porsche. Pour simplifier les choses, on va retourner à 46 euros très vraisemblablement dans les prochaines semaines, si la dynamique qui est actuellement en cours depuis 5-6 semaines est toujours donc vraie. Elle serait invalidée, cette dynamique, si on arrivait à franchir les 53,67 euros. Si c'était le cas, alors on irait tester les 58,80. Mais vous admettrez que pour l'instant, on n'a aucun élément qui peut nous faire penser qu'on va aller tester 53,87 ou 53,67, puisqu'on a eu effectivement depuis le test de la résistance des bougies noires, et maintenant on a des bougies noires qui semblent accélérer, et par conséquent qui semblent prendre de la vitesse pour aller rejoindre le support. Donc là encore, sur Porsche, on va reprendre depuis le début, on est sur du long terme sur un titre qui ne présente pas beaucoup d'intérêt, on est à moyen terme sur un titre qui est dans une tendance haussière lente, qui pour le moment l'est toujours, mais qui montre de la faiblesse avec un rebond qui a été avorté, des vendeurs qui repassent à l'offensive, une bougie noire, une longue mèche haute, autrement dit retour sur 46 à ne pas exclure. On a une grosse zone ici, hein, entre 45 et 47. Il faudra bien attendre de voir ce qui se passe. De toutes les façons, on est dans un trading range, donc on peut avoir un rebond sur 45, puisque on a eu tout ce travail qui a été effectué entre juillet et novembre 2016. Donc on devrait avoir normalement du soutien, mais pas beaucoup de potentiel haussier pour le moment à moyen terme sur Porsche. Pas d'intérêt particulier à en détenir. Si on pense, si vous avez une conviction, si votre travail vous montre vous fait penser que c'est intéressant d'en posséder, alors je pense que le niveau à envisager pour repasser acheteur, c'est 46. Pour le moment, à 50 euros, je vois pas du tout l'intérêt de repasser à l'achat sur le titre, au moins attendre le retour sur le support. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir un petit peu comment ça va se comporter sur le support, parce que vous le savez, les supports, ils n'ont pas vocation à rester éternellement des supports. Ils sont forcément franchis un jour ou l'autre. Donc, comme on est à l'intérieur d'un trading range, il n'y a rien de plus dur que de
que d'anticiper en fait l'itinéraire d'un sous-jacent quand il est en range. C'est de la consolidation et contrairement à une tendance, qu'est-ce que c'est une tendance en fait? C'est un déséquilibre en faveur de l'un des deux camps. Une tendance haussière, c'est un déséquilibre en faveur des acheteurs. Une consolidation, c'est quand le rapport de force il est à peu près équivalent du côté des acheteurs et des vendeurs. Ça veut dire qu'ils se repassent un petit peu la patate chaude quand ils le souhaitent. C'est très difficile de savoir quand. Le niveau il est à 46, mais au-delà de ça, on ne peut pas tellement tirer profit de la structure, puisqu'une structure en consolidation ne veut pas dire grand-chose. Elle est assez erratique. Voilà Falco. Et chers auditeurs, on a fini donc avec Plastic Omnium, avec Porsche. On peut regarder... Ah non, il faut qu'on regarde Orange. Ah, Orange pour Pascal. Orange pour Pascal, j'allais l'oublier. Alors, Orange, qu'est-ce que c'est l'horizon de temps? C'est 2-3 mois. Alors, vous avez à l'écran donc les cours de Orange depuis février 2000. Vous voyez en fait cette descente aux enfers puisque le titre passe de 71 à 2,40 €. Et puis ensuite, il y a cette espèce de reprise très très lente. On va se mettre en log pour donner un peu plus de relief sur ce bas d'écran. Impulsion haussière sur Orange, on passe donc de 2 à 10, hein, ça fait quand même du x5, et puis après on ne fait plus rien. À partir de août 2003, regardez, on n'arrête pas d'osciller entre 12 et 7,40. On a rompu ce niveau de support temporairement avant de le réintégrer. Maintenant, on assiste à une tendance qui a été haussière à partir de juin 2013. Et puis cette tendance haussière, elle s'est mise en pause. C'est-à-dire que autant ici, on avait des acheteurs qui étaient agressifs, autant ici, on a des acheteurs qui ne le sont plus. Et on a une dérive latérale. Donc, regardez cette dérive latérale quand on la zoome, on voit un niveau de résistance à 15,38 €, c'est-à-dire que chaque fois que le prix va aller tester cette zone, eh bien, il y a un rejet très net du marché avec des acheteurs donc qui sont dans l'incapacité de dépasser ces niveaux. Pourquoi les acheteurs sont dans l'incapacité de dépasser cette résistance? Eh bien parce que chaque fois qu'ils tentent de le faire, il y a tellement d'offres qui apparaissent sur le marché que les acheteurs sont incapables en fait d'absorber toute l'offre qui se présente. Et pour le faire, il faut aller plus bas pour retrouver, vous voyez, un petit peu de soutien. Donc premier test en novembre 2015, deuxième test en février 2016, troisième test en mars 2016, quatrième test il y a quelques semaines en mai 2017 et cette résistance continue de bien fonctionner puisque on a ces trois bougies noires qui montrent la pression vendeuse. Alors à l'intérieur de ce trading range, on a des niveaux intermédiaires sur Orange. Le premier, il est à 13,65. Vous voyez, il est 13,65, 13,75. Autrement dit, on pourrait avoir ici une réaction des acheteurs. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'elle ait lieu ici, parce que si je me mets en ligne de clôture, regardez, on peut baisser donc jusqu'à 13,75 et puis peut-être qu'on franchira. Pourquoi ce scénario il doit être envisagé? Parce que on a d'une certaine manière à l'intérieur du trading range, on a un appétit acheteur, on a de l'appétit qui se manifeste pour Orange. Et comment on le voit cet appétit pour le titre qui se manifeste? Eh bien, il n'est pas allé retester, le titre n'est pas allé retester la zone de support majeure du trading range à 12,10 €. C'est-à-dire que quand la résistance a été touchée et que les prix sont repartis à la baisse, il y a eu
une impatience de la part du marché pour revenir à l'achat. Et comment on la voit, cette impatience? Eh bien parce qu'on n'est pas retourné sur le support. Les opérations d'achat sont rentrées en carnet avant d'aller toucher le support. Autrement dit, on avait des opérateurs qui pensaient que Orange était intéressant, que les fondamentaux de l'entreprise étaient prometteurs, et par conséquent que la valeur de l'entreprise, vue à travers le prisme du prix, justifiait de repasser acheteur sur 12,81. Autrement dit, les opérateurs n'avaient plus envie, ne pensaient plus que le titre allait baisser sur 12,10 €, mais que c'était intéressant de l'acheter plus haut. Et puis le titre est monté et regardez ce qui s'est passé. Quand il y a eu une consolidation, là aussi, il y a eu un soutien de la part du marché sur 13,74. Autrement dit, même si on est en présence à long terme, en présence d'un trading range, sur un horizon de temps plus restreint, on arrive à voir, à percevoir l'intérêt des investisseurs pour le titre avec des sommets qui sont ascendants. Et d'ailleurs, je viens de tracer à l'écran une ligne de tendance ascendante qui montre que, et qui vient arbitrer justement ces différents creux, qui montre que, a priori, on a, chaque fois que le test se fait sur cette ligne de tendance, eh bien, on a une réaction haussière. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que quand le titre va retourner sur 13,74, on va être à la fois à la jonction d'un support horizontal, c'est-à-dire cette zone de janvier 2017 à avril 2017 qui a servi de support, qui convergera avec ce support ascendant qui passera lui aussi par cette zone à 13,74. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va forcément y avoir une réaction d'achat sur ces niveaux, mais en tout cas, moi je serais, si le titre m'intéressait, je serai vigilant sur 13,75 et je regarderai quelle est la réaction des investisseurs sur ce niveau. Et si on a l'apparition, par exemple, d'une étoile du matin, pour ceux qui connaissent un petit peu les bougies, ou si on a une moyenne mobile de long terme qui passe par là. Alors, est-ce qu'elle passe par là? Non, elle passe pas par là, la 200. La 100, elle passe par ce niveau, mais elle est horizontale, donc elle ne donne pas beaucoup d'indications. Mais en tout cas, 13,75, c'est un niveau qu'il faudra examiner pour éventuellement repasser acheteur si ce que le marché nous dit depuis juin 2016 continue d'être vrai dans les prochaines semaines, c'est-à-dire le marché nous dit qu'il paye ce support ascendant et il paye les supports, alors il pourrait y avoir sur 13,74 un rebond. Ce rebond, il sera intéressant à envisager puisque du coup, le stop sera très proche. Si effectivement on paye 13,74 parce qu'on voit une réaction haussière sur le support, ben le stop on le met juste en dessous. Hein. C'est-à-dire qu'on paye 13,74 ou un petit peu au-dessus, on vise 15,38 et j'ai envie de dire, on croise les doigts pour que 15,38 soit franchi et que Orange arrive à s'extraire de son trading range latéral. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir des plateformes d'analyse avec les secteurs, ce sera intéressant de voir comment le secteur des télécoms se comporte à ce moment. Est-ce que c'est un secteur qui lui aussi, je n'ai pas de tête la physionomie du secteur des télécoms, mais si on a un secteur qui lui aussi montre de la force, si on a des valeurs télécoms qui surperforment le reste du marché, et qu'en plus on voit le rebond et le franchissement de la résistance, enfin, et le test de la résistance, et que par ailleurs on a une bonne force relative et un secteur bien orienté, alors on aura plus de chances d'assister au franchissement de la résistance et d'assister à une échappée du titre avec potentiellement, regardez, si on fait la projection de la hauteur du range, je sais pas pourquoi je veux le prononcer à l'anglaise, c'est pas orange, c'est orange, qui pourrait aller vers les 19 euros, 19 ou 20 euros en faisant donc la projection de la hauteur, donc un potentiel important puisque la cassure, enfin le franchissement se fera à 15,
15 euros. Donc on aura effectivement un gros potentiel pour les semaines à suivre sur le titre en cas de franchissement. Voilà pour Orange. Et maintenant, on a fini avec les actions. Oui, est-ce qu'il y a des questions, Falco, par rapport à tout ce qui a été dit? Il y a Pascal qui demande si on pourrait regarder Roche. Et Daniel nous dit pour franchir, il faudra racheter Bouygues Telecom ou revenir à 3 opérateurs de téléphone mobile. Donc c'est ça l'analyse de Daniel sur Orange. Ok. Alors, on va pas parler de Roche, on va essayer. Alors, oui, j'ai quelque chose à dire, c'est que je n'ai pas les valeurs Direct Énergie et Onxeo. Ça a été une demande, Falco. Onxeo. Hein? Attends, je vais vérifier. Si, tu as raison, Onxeo. O-N-X-E-O. Oui, attends, je vais regarder si on l'a ou pas. Une seconde. Alors, Onxeo, est-ce qu'on l'a? Non, Onxeo, on l'a pas. Et Direct Énergie, on l'a pas non plus. Bon, donc ça veut dire qu'on va enchaîner directement avec les demandes qui nous ont été faites par mail et on va parler de l'euro-dollar, pourquoi pas. Donc désolé Jean-François. On va aller voir l'euro-dollar. Parfait, pour Pascal. Exactement. Alors la question sur l'euro-dollar, si je m'en souviens bien, c'était du moyen terme. C'est ça, c'était où sera l'euro-dollar fin 2017. Alors là aussi, c'est une question difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'euro-dollar? On va mettre 30 ans déjà pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et vous le voyez, on est actuellement dans une séquence qui peut s'apparenter. Alors déjà, c'est de la consolidation. Okay. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est de l'accumulation? Autrement dit, est-ce que l'euro est en train de construire une base à partir de laquelle il va rebondir une fois qu'il en sortira par le haut? Ou est-ce qu'au contraire, cette consolidation latérale, c'est un rectangle de continuation, il va en sortir par le bas pour finalement continuer la dynamique de dépréciation qui a été entamée à partir de juillet 2008, puisque je vous rappelle qu'à cette époque, on était quand même à 1,59. On est descendu de manière très lente, hein, puisque regardez la taille de ces swings, c'est proprement colossal. On a fait des variations avec une amplitude extrêmement importante. Et puis, vous le voyez ici, on a complètement changé de dynamique. Hein. C'est-à-dire que là, à partir de mars 2014, on est parti à la baisse en quasi ligne droite. Il y a un vrai changement de consensus. On voit bien que la vitesse n'est pas la même. Et puis surtout, il n'y a plus ces retours haussiers. On descend en quasi ligne droite. Et finalement, ce qui vient remplacer ces grands swings à la hausse que vous voyez ici, eh bien, c'est des petits swings, mais qui, en revanche, s'étalent dans le temps. C'est-à-dire qu'on avait au préalable des corrections qui se faisaient dans le prix, vous voyez, ici, et maintenant on a une correction qui se fait dans le temps avec un prix qui est compressé et on a terminé cette séquence d'impulsion baissière, haussière, baissière, haussière, etc. Et là, on est sur un aplat, en fait. Alors, on est entre 1,13 et 1,15. C'est une zone de résistance dont on est assez proche. Et à la baisse, on est sur un support, on a un support à 1,05. Alors moi, je remarque quelque chose sur l'euro-dollar à l'intérieur de ce range, c'est que regardez comment on est allé d'une borne à l'autre. C'est toujours très correctif. Regardez, quand on était ici en mai 2015,
près de la résistance, on a baissé, on est remonté, et puis on a baissé. Puis après, on est remonté de manière très corrective. Très corrective, ça veut dire que les précédents sommets dans la hausse étaient enfoncés, étaient bien enfoncés. Puis une fois qu'ils étaient bien enfoncés, on repartait à la hausse. Hein. C'était assez erratique. Et là, pour le coup, je trouve que la traversée du range par l'euro, elle a une physionomie un petit peu impulsive. En tout cas, regardez ce mouvement ici, il est très différent de tout ce qui s'est passé auparavant, puisqu'on est allé très très vite à l'intérieur du range. C'est la première fois qu'on va aussi vite à la hausse à l'intérieur du range. Hein, puisque c'est vrai que le démarrage il a été laborieux, vous le voyez ici, mais une fois que la résistance à 1,0830 elle a été dépassée, on est monté vraiment en flèche. Et on arrive maintenant sur la zone de résistance majeure, c'est-à-dire celle qui borne le trading range. Alors, compte tenu de l'impulsion haussière à l'intérieur du range et de la consolidation qui s'est mise en place maintenant depuis quelques jours, puisque on a malgré tout un euro qui est suracheté à très court terme, il est monté très très vite, il s'est éloigné de ses moyennes mobiles à 20, 60, 200 périodes, et par conséquent, il va y avoir une mécanique de retour à la moyenne qui fait que ce surachat va se dégonfler et on va avoir un euro, en tout cas c'est ce que j'anticipe, soit qui fait un petit peu de surplace, soit qui baisse un petit peu. Mais on est donc dans une phase corrective à l'intérieur d'une impulsion haussière, elle-même comprise dans un trading range latéral. Ça, c'est le contexte. Donc moi, je m'attends à ce que cette zone de résistance, puisqu'elle a été testée, c'est la zone basse de la zone de résistance qui a été testée, elle a déclenché donc de la pression vendeuse. On peut aller peut-être un petit peu plus bas, mais je ne serais pas étonné de voir l'euro continuer finalement sa progression et revenir tester cette zone entre 1,14 et 1,15. Pourquoi? Parce que justement, on est sur cette phase impulsive et qu'il y a manifestement de la force, il y a de la vitesse dans la progression de l'euro à l'intérieur du range du bas vers le haut. Et à mon avis, cette impulsion, cette force, elle va ramener le cours vers la borne haute, c'est-à-dire vers 1,14, 1,15. Après, c'est là que tout va se jouer et je dois vous avouer que je n'ai pas les outils pour pouvoir anticiper quoi que ce soit. Est-ce que la résistance va fonctionner et l'euro va rester en range et repartir vers le bas, ou est-ce qu'au contraire, la zone de résistance va être franchie et on va avoir donc une accélération haussière importante de l'euro face au dollar. Alors les devises, elles sont influencées par les taux d'intérêt, elles sont influencées donc par les prévisions également d'inflation, par la force de l'économie du pays qu'elle représente, également par l'état du déficit. Enfin bon, on est vraiment sur des considérations qui sont compliquées, qui sont d'ordre économique et qui en plus arrivent à un moment où on a des banques centrales. Je vous parle des banques centrales parce que l'euro, on parle de l'euro-dollar, donc l'euro il est influencé par sa propre force, mais également par la force ou la faiblesse du dollar. Donc on a une BCE et une Fed qui ne sont pas exactement au même moment dans l'agenda de leur intervention. On a une BCE qui semble encore prête à intervenir de manière durable, même si ça sera fait de manière un petit peu différente. Et on a une Fed, pour le coup, qui, elle, est en fin de cycle d'intervention, avec maintenant, non seulement elle ne rachète plus d'actifs, mais elle va essayer d'alléger son bilan. Donc, tout ça, ça crée des forces qui sont en amont très très difficiles à anticiper. Haut de résistance à 1,15, pour le moment on est toujours à l'intérieur du range. Si on sortait de la résistance, ce que ça voudrait dire, a priori en tout cas, c'est que c'était bien une base de rebond que l'euro a construit depuis maintenant 2 ans et que le franchissement de la résistance
sonnera, en fait, signalera la fin de la construction de cette base et un retournement haussier de la devise européenne face au dollar, retournement qui, par la projection de la hauteur du range, pourrait ramener l'euro vers la zone des 1,25. Alors là, pour le coup, je ne vous parle pas du tout d'un horizon 2017, mais plutôt d'un horizon fin 2018. Ça ne veut pas du tout dire que je pense que l'euro vaudra 1,25 en fin 2018. Hein. Je dis simplement que si la base, c'est le scénario qu'on examine ensemble maintenant et que cette base est déclenchée avec un franchissement de résistance, alors ça sera effectivement un retournement potentiel vers 1,25. Le scénario exactement inverse, c'est quoi? Bien que ce n'est pas du tout une base, que c'est simplement une pause dans la baisse et que la dynamique qui prévalait avant la construction de cette pause va reprendre son cours et que par conséquent, c'est vers le bas que l'euro va sortir avec, vous le voyez là aussi, une projection qui peut être faite et un euro qui pourrait valoir 0,95, là aussi, à horizon 18-24 mois. Bon, je ne peux pas, en l'état actuel des choses, vous dire beaucoup plus sur l'euro. Il va falloir attendre la sortie par le haut ou par le bas. Vous voyez quelles sont les bornes à la hausse et à la baisse et les projections qui sont faites, là encore à la hausse et à la baisse, sur la devise. Il va falloir attendre de voir la sortie de l'un des deux pôles. En tout cas, sur un horizon de temps plus court, mon scénario, c'est une consolidation de l'euro, voire une petite baisse, et puis malgré tout, un nouveau test de cette zone des 1,15. Et là, c'est là que les choses sérieuses vont se jouer et qu'on verra effectivement si on arrive ou pas à sortir. Voilà donc pour l'euro-dollar, donc consolidation à suivre. On fait un peu de Brent. Merci. Ah oui, il y a Brent, il y a le VEX1, il y a VIX, DMI. Dans le chat, il y a aussi Société Générale, mais je crois qu'on devrait préférer ceux qui ont nous écrit des emails avant. Donc, je suis désolé pour les autres. Alors, sur le Brent, on est là aussi sur un marché qui a complètement changé de physionomie, puisque vous le voyez, entre janvier 2016 et juin 2016, on a fait 100%, je crois, puisqu'on était à 27, on a dû faire voilà 50. Donc, on a eu une très très belle impulsion haussière. Ensuite, on a progressé, mais on voit bien que la vitesse a été très différente. On a progressé dans un premier temps de manière impulsive, on a progressé dans un deuxième temps de manière corrective, c'est-à-dire avec des chevauchements de sommets et de creux qui fait que à chaque fois qu'on faisait un nouveau sommet, on repartait quasiment jusqu'au support précédent avant de repartir sur le sommet, de le dépasser et de repartir jusqu'au sommet précédent, de s'arrêter un petit peu avant puis de faire un nouveau sommet. Hein, c'est toute cette séquence-là que je suis en train de décrire. Et puis la résistance à 58,50, 50 non, excusez-moi, à 56, 50, 58, 17, c'est-à-dire, vous le voyez, cette zone ici, finalement, elle n'a pas été dépassée et on est sur un marché maintenant qui repart à la baisse. Alors, à très court terme, je pense qu'il peut y avoir un rebond sur le Brent parce que on est sur une zone de support qui a été testée avec succès le 1er mai. Donc il y a un mois et demi, et que on est, vous le voyez, au terme d'une jambe baissière qui est un petit peu identique aux précédentes et qui par conséquent pourrait s'arrêter pour déclencher, pour laisser la place à un rebond. Autrement dit, premier scénario, première possibilité, rebond sur 47 $, et on devrait monter, enfin on devrait, les probabilités de monter vers 51,50, 52,75 sont pour moi les probabilités les plus élevées. Ça m'étonnerait qu'on monte plus que ça sur le Brent. Donc, première hypothèse, rebond technique sur support et test d'une résistance entre 51,50 et 52,75. Et là, on devrait repartir à la baisse. Si ce scénario n'est pas le bon, et qu'on rebondit et qu'on dépasse le niveau
à 53,80, 54,50, c'est-à-dire ce point pivot ici. Si dans le rebond on dépasse ça, alors ça veut dire qu'on ira vraisemblablement sur le haut du range. Mais encore une fois, ce n'est pas le scénario que je retiens pour le moment. Deuxième famille d'hypothèses, le support actuel ne tient pas. Et par conséquent, c'est vers 43,80, 41,60, la zone de support suivante, qu'on se dirige. Alors je vous l'accorde, on est jeudi soir et pour le moment, on n'a aucun signe en bougie hebdomadaire d'un quelconque rebond. On a une mèche haute, et une bougie qui a un corps noir. Autrement dit, c'est plutôt l'anticipation de la rupture du support qu'il faut faire que le rebond. Enfin bon, peut-être qu'on va s'arrêter là ou marginalement l'enfoncer puis rebondir la semaine prochaine. Moi, je pense que le Brent est un petit peu survendu à court terme et qu'il peut y avoir une réaction. Mais c'est une perception personnelle que je partage avec vous qui n'est pas pour le moment confirmée par le marché, puisque le marché nous dit que la bougie est noire et que par conséquent, c'est plutôt de la pression vendeuse à laquelle nous assistons actuellement. Si 46,69 ne tient pas, alors on va sur la zone suivante. Et là, pour le coup, c'est une zone beaucoup plus importante parce que on a eu, c'est une zone, est-ce qu'on peut dire une zone de support majeur ou une zone majeure de support? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est importante parce que si on la casse, il y a un potentiel baissier beaucoup plus important qui s'ouvre et qui pourrait précipiter les cours jusqu'à 36. Alors, on va bien voir, mais ce qu'on peut dire, c'est que sur rupture de 46,70, on se dirigera vraisemblablement vers 41,60, 43,80. Je m'attends, si on arrive sur cette zone, à une réaction et à un rebond du Brent. Si on a un rebond du Brent sur 41,60, 43,80, jusqu'où pourra-t-il rebondir? Vraisemblablement, si on garde la physionomie actuelle, vers 50, 52 toujours. Autrement dit, si je me mets en ligne de clôture, on aura quelque chose dans ce goût-là. Attendez. En fait, c'est une consolidation qui va continuer. Vous voyez? On va faire ça. Un petit peu à ce qui s'est passé, à l'image, pardon, de ce qui s'est passé entre avril et novembre 2016. Vous voyez, où on est dans une figure qui n'a pas de nom. Parfois, en plaisantant, on appelle ça un pâté, c'est-à-dire que ça n'a pas de forme, c'est totalement déstructuré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce rapport de force équilibré entre acheteurs et vendeurs qui fait que ça peut aller à peu près n'importe où à l'intérieur donc de cette zone comprise entre 41,60 et 58. Si on casse ce niveau de support, alors effectivement, il y a un potentiel beaucoup plus important qui s'ouvrira et qui pourra précipiter les cours jusqu'à 36 euros, niveau de support suivant. Voilà, mais pour le moment, on n'en est pas du tout là. On est toujours aux trois quarts du range et c'est vrai qu'on n'assiste pas à beaucoup de pression acheteuse pour soutenir les cours, mais en tout cas, le premier niveau, je vous l'ai donné, donc on pourrait réagir à partir de ce niveau. Le Brent, actuellement, c'est pas un marché intéressant. Les marchés intéressants, ce sont les marchés qui sont en tendance et il n'y a pas de tendance sur le Brent. On est au carrefour des accords OPEP et pays qui n'appartiennent pas à l'OPEP. On est au carrefour de ce que fait le dollar américain. On est au carrefour de ce que font les stocks de pétrole, de l'état de l'économie mondiale, également de tous les facteurs géopolitiques qui influent le cours du Brent. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui influent sur les cours. Et on a, a priori, en tout cas moi c'est ce que je crois comprendre, un consensus qui se dégage sur une zone de prix entre 44 et 56 qui semble satisfaire tout le monde et qui fait que il y a des opérateurs, des acteurs, je pense notamment aux pays de l'OPEP et en l'occurrence à l'Arabie Saoudite, qui influent, je ne vais pas me dire qui manipulent le marché, mais qui influent sur le marché de manière à ce que les cours restent à l'intérieur de cet intervalle. Et il semble qu'a priori, cette situation
conviennent à tout le monde. Donc un marché pas très intéressant puisque pas de tendance. Payer la zone de 47 € telle que je viens de l'exprimer à l'instant, c'est un petit peu risqué. Parce que vous voyez, le support il est pas très faible, pas très fort, pardon. En revanche, repasser acheteur sur le bas du range à 44 voire 41,50, ça pour le coup c'est un trade qui peut être intéressant, mais qui n'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu plus si ce support est atteint, qu'il le soit, pour effectivement jouer le bas du range. Voilà, chers auditeurs, cher Falco, ce webinaire se termine. Alors, on n'a pas parlé du VIX, mais c'est pas grave. J'ai bien retenu la question. On en parlera ensemble la semaine prochaine. Qu'est-ce que le VIX? Comment comprendre le VIX? C'est un actif. Enfin, d'abord, c'est pas un actif, c'est un indice. Et puis, il s'analyse pas du tout de la même manière que les autres marchés, que les autres indices. Donc, on y consacrera un petit peu de temps. Et puis, est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose, Falco? On avait le DMI, mais on peut faire ça également la semaine prochaine. Voilà, alors la semaine prochaine, on fera peut-être un webinaire un peu plus théorique où on parlera de la volatilité implicite et de la DX sans être trop long parce que je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais enfin quand même le VIX, c'est quelque chose dont il faut comprendre les principes, les grands principes. Et l'ADX, c'est un indicateur technique qui n'est pas très prisé des analystes et pourtant, moi je le trouve vachement intéressant et je trouve que c'est pertinent de regarder un petit peu comment il fonctionne parce qu'il donne, couplé avec d'autres indicateurs, des indications parfois extrêmement intéressantes. Donc, vous avez déjà en primeur le sommaire du prochain webinaire. Mais malgré cette peu de théorie qu'on va faire la semaine prochaine, évidemment, on va faire aussi des actions. Donc, on attend vos questions et je sens intéressant que vous voulez regarder avec nous. Il y a Yann qui a une question pour info s'il vous plaît à l'attention de Laurent. Quel est le programme d'analyse technique que vous utilisez? Merci. Le programme d'analyse technique. Oui. Alors, c'est pas un programme, hein, c'est un logiciel dont vous avez le nom en haut à gauche, c'est Axial Finance. C'est un logiciel de niveau de qualité équivalent à ce que vous pouvez trouver chez vos brokers ou sur ProRealTime. Enfin, il y a plein il y a plein de plateformes, plein de logiciels d'analyse technique qui valent celui-ci. Et voilà. C'est pas le logiciel qui est très important, hein, c'est la bonne compréhension des charts qui l'est. La personne qui l'utilise en fait. Absolument. Hein? Bon, il est 18h04, on a fait 4 minutes de plus et Stéphane le dit bien, merci, bonne soirée, c'est toujours trop court, mais super. Donc, je dis à vous déjà, d'abord, à Laurent, merci pour toutes ces belles analyses et analyses techniques. C'était un plaisir comme d'habitude. Merci Falco, merci à tous. J'adore ton discours très très pédagogue en fait. Jamais trop en avance, toujours un peu non, je sais pas, il faut voir. Donc j'aime beaucoup cette approche et je crois que vous aimez aussi beaucoup cette approche. C'est pour ça que vous êtes aussi nombreux à chaque fois. Je suis content de vous revoir la semaine prochaine, mardi midi, 100% marché, et évidemment jeudi soir à 17h pour un nouveau webinaire revue technique de marché. Et voilà, donc je vous souhaite un excellent vendredi, un très bon week-end à vous et aussi à Laurent, et à très très bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir.